Bonjour à tous. Alors je vois mes transparents, mais on ne les voit pas encore à l'écran. Donc j'en profite pour remercier Nicolas pour m'avoir invité à faire cette présentation sur l'apport de l'IA dans le traitement du signal. Et plutôt que parler d'IA, puisque c'est un terme un peu générique, je vais préciser un peu en parlant de deep learning. Donc comme je vous disais, je vais vous parler de l'apport de l'IA dans le traitement de signal, mais je vais m'empresser de remplacer le terme IA par deep learning pour être plus précis, parce que IA c'est vraiment un terme que je qualifierais un peu basiquement de fourre-tout, malheureusement, et qui est utilisé essentiellement finalement par la presse. Et si on veut parler d'intelligence artificielle à l'ère du deep learning, ce sur quoi je vais me concentrer, il faut utiliser les bons termes, donc je vais commencer par ça. Bon, en termes de lien d'intérêt, vu que je suis salarié de l'État, je ne pense pas avoir franchement de conflit d'intérêt à déclarer. Et je voudrais commencer cette présentation par quelques éléments, puisque ça fait depuis 2021 qu'on a introduit à l'école de Paris des cours et des TP en traitement de signal, où on initie les élèves à faire du deep learning appliqué à l'audioprothèse. Donc le projet, il est assez simple, c'est une plateforme pédagogique de malentendants virtuels avec des pertes simulées. Donc le malentendant virtuel, ça peut être un buste Kmart comme on l'a à l'école, et il est connecté à une IA qui est pré-entraînée à faire de la reconnaissance vocale. Donc finalement, on propose quelque chose pour entraîner les élèves avec une plateforme numérique à aborder ces problèmes du deep learning, à mieux les comprendre, en l'appliquant à un problème concret qui correspond à leur pratique future, c'est-à-dire l'audiométrie vocale dans le bruit, en simulant également des pertes auditives avec le modèle de Cambridge, de manière à avoir quelque chose de plutôt précis en termes de réalisme. À terme, l'objectif est de proposer des corrections auditives et des réglages de prothèses sur ce patient virtuel pour finalement compléter cette approche. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ça il y a déjà 3 ans? C'est tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est peut-être la dernière fois que je vais utiliser ce terme-là, est très utilisée aujourd'hui dans le domaine de l'audioprothèse et des implants, et pas seulement, mais si on se concentre là-dessus, comme l'a dit David tout à l'heure, tous les industriels du secteur aujourd'hui développent l'utilisation de l'IA. Alors, soit pour améliorer le traitement du signal audio, avec les propositions qui ont été présentées tout à l'heure, soit pour améliorer le confort auditif ou aider à la sélection de pré-réglages qui aura été faite par vous, par les audioprothésistes. Les recherches actuelles, elles concernent essentiellement la classification d'environnement, où aujourd'hui il y a déjà des solutions qui sont proposées quasiment par tous les industriels. Les algorithmes de débruitage et de rehaussement de la parole, la directivité adaptative, dont on a eu un aperçu tout à l'heure, et un autre élément, notamment, trouver une manière de traiter de manière différenciée la voix du porteur d'aide auditive pour améliorer son confort. Je pense également à l'audiométrie assistée par IA. Et finalement, ces 5 thématiques, ça va rythmer ma présentation. Je vais vous présenter quelques solutions très récentes qui ne sont pas aujourd'hui implémentées chez les industriels, mais qui pourraient stimuler la recherche ou stimuler des applications à l'avenir. La seule qui aujourd'hui est déjà implémentée, c'est cette classification d'environnement sonore où une élève de l'école du CNAM Paris a proposé le mois dernier un mémoire de fin d'études pour évaluer finalement les performances des aides auditives pour reconnaître ces environnements sonores. Donc le protocole, il était relativement simple. Elle a utilisé 4 appareils avec des marques anonymisées, 6 environnements sonores délivrés à la chaîne de mesure pendant 2 heures, de manière à pouvoir exploiter du data logging et finalement détecter le type d'environnement sonore capté par chacune des prothèses. Alors, pour des situations simples comme du bruit blanc sans parole ou avec parole, évidemment, toutes les prothèses proposées y arrivaient avec une très bonne performance, mais il y a des situations où la classification d'environnement était mise en défaut, notamment le bruit de métro avec parole, où on voit que finalement le pourcentage de bonne classification est extrêmement bas. On est dans une meilleure situation avec une ambiance de restaurant et on peut imaginer que finalement les fabricants de prothèses se sont concentrés sur ce genre d'environnement pour améliorer l'intelligibilité dans le bruit. En bruit urbain, c'est plus modéré, et pour une ambiance festive, c'est un peu pareil que pour le bruit urbain, on excède rarement les 70% de pourcentage de bonne classification. Alors, les performances présentées ici, elles ne présagent pas de l'amélioration de la voix dans le bruit. C'est uniquement de la détection de la classification d'environnement pour activer des programmes que vous êtes en charge de choisir ou d'améliorer. Moi, je vais vous présenter maintenant plutôt des pistes, notamment pour parler de directivité adaptative. Pour parler de directivité adaptative, il faut savoir où est la source sonore.
puisqu'on veut adapter finalement la directivité dans la direction de la parole qui nous intéresse. Donc pour moi, c'est un prérequis, et il y a énormément de travaux qui sont des travaux plutôt fondateurs en machine learning, en deep learning et en acoustique qui concernent ces aspects-là. Donc je vais me permettre de présenter des travaux qu'on a publiés avec un doctorant il y a 2 ans sur une approche qui est inspirée du traitement de signal pour faire de la localisation sélective de sources, c'est-à-dire localiser exclusivement une source en fonction de son type, notamment une source de type parole ou une source de type machine à laver, par exemple. Cette architecture, elle est inspirée du traitement de signal, tout simplement parce qu'il y a 2 branches, une branche de localisation de source et une branche de reconnaissance de signature, qui sont inspirées des approches de type filter Hanson. Pour les gens qui ont fait un petit peu de traitement de signal, c'est une des méthodes les plus basiques pour faire du beamforming. Et on fait coopérer ces 2 branches de manière à localiser avec précision. Alors on peut les localiser au degré près, mais pour la directivité informée, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça peut fonctionner pour guider finalement à trouver des secteurs angulaires, ce qui est largement suffisant pour diriger de la directivité adaptative. Pour entraîner tout ça, un peu à l'image des systèmes ambisoniques, on a un système ambisonique à la fois en captation et en spatialisation au laboratoire qui nous a permis d'entraîner évidemment avec un gros volume de données notre réseau. Et les résultats qu'on obtient, c'est que finalement, on peut observer que les neurones de sortie du réseau sont chacun spécialisés dans une direction, ce qui permet de détecter la présence de la parole dans un secteur angulaire. Ici, je vous ai mis un exemple avec 8 secteurs angulaires, mais on peut très bien monter à 16 ou 32, ce qui a été testé. Il y a une excellente sensibilité et spécificité de ce test-là, avec finalement très peu d'erreurs angulaires, et en général, elles sont à la marge et autour. Et tout ça nous amène à penser que finalement, pour faire de la directivité, que ça soit par traitement de signal classique ou par deep learning, être mieux guidé quand on veut adapter la direction dans laquelle on va se tirer les faisceaux, c'est forcément une solution qui peut améliorer les solutions qui sont proposées aujourd'hui. On a également été attentif à la robustesse de ce genre de système, au bruit environnement et à la réverbération, en le comparant à des techniques extrêmement avancées de traitement de signal, notamment les méthodes musique de structuration en sous-espace ou la méthode SRPFAT. Et systématiquement, on arrive à surpasser finalement ces méthodes-là avec un coût algorithmique et un temps de calcul qui est inférieur sur des architectures spécialisées. Maintenant, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas issu de mon laboratoire, mais d'un laboratoire qui est très connu pour vous, c'est le laboratoire Oldenburg avec le consortium Hearing for All, qui a été présenté il y a 2 semaines. Le papier a été publié il y a 2 semaines avec une solution en temps réel par deep learning pour faire de la directivité adaptative. Et je commence par présenter l'une de leurs figures où ils ont comparé sur un système qui est une prothèse, avec 2 micros d'un côté, 2 micros de l'autre, les directivités et la réjection du bruit qui pouvait être obtenue par deep learning avec la courbe en bleu ici, avec des techniques qui seront plus classiques et pourtant avancées, comme la méthode MVDR ou la méthode ADM, qui sont implémentables et implémentées dans certains types de dispositifs de type prothèse. Donc déjà, on a une réjection qui est bien meilleure, on va dire un cône de confusion ou une réjection de bande spatiale qui est bien meilleure également. Et bien entendu, ça n'est qu'une mesure objective. Et derrière cette mesure objective, ce qui est intéressant, c'est de la tester sur des patients. Donc ils ont testé ça sur 20 patients avec des pertes modérées à sévères, donc vous voyez les profils audiométriques ici. Et on a mesuré ça pour faire des évaluations subjectives par mesure du SRT50. Et également avec des mesures objectives, avec la métrique ASPI dont on a parlé tout à l'heure, et une métrique qui permet d'évaluer l'intelligibilité comme le STOI. On remarque que systématiquement, c'est les systèmes proposés par l'équipe d'Oldenburg qui, à minima, surpassent légèrement pour les métriques subjectives et très largement pour les métriques objectives, les techniques classiques qui sont pourtant avancées du traitement de signal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est implémentable en temps réel. Bien entendu, à l'heure actuelle, le problème, c'est que la batterie des prothèses auditives, si on les soumet à ce genre de choses, ne va certainement pas durer la durée actuelle. Donc c'est pour ça qu'une autre équipe, pour laquelle vous avez ici la référence, a évalué la possibilité de déporter ce calcul sur des smartphones et a démontré que finalement c'était pertinent. Et le seul problème aujourd'hui, c'est la latence.
C'est pour la raison pour laquelle je pense que l'avenir, et là je parle vraiment plutôt du futur, c'est l'utilisation des codecs neuronaux. Alors, vous n'êtes peut-être pas très familier avec ces choses-là, mais l'objectif d'un codec, c'est d'encoder un signal audio. Et les codecs neuronaux ont été conçus dès le début pour avoir une excellente qualité audio dans un format qui est ultra compressé. Ultra compressé, ça veut dire quasiment 50 à 100 fois le taux de compression des meilleurs compresseurs qu'on peut trouver sur le marché qui n'utilisent pas des réseaux de neurones. Donc ici, on a une très bonne évaluation subjective par l'humain avec un test Mushra qui est élevé dans des taux compressés. Et les architectures des codecs neuronaux, c'est essentiellement toujours basé sur un encodeur, une description sur une échelle résiduelle qu'on appelle des tokens, les mêmes choses qui sont utilisées dans ChatGPT quand ils vont traduire vos mots en objets numériques pour dialoguer avec vous. Donc on appelle ça des tokens. Et ces tokens, c'est en fait ce qui est transmis. On peut envisager, et c'est déjà fait, d'utiliser des codecs neuronaux pour transmettre de l'information audio ultra compressée, soit d'une prothèse de gauche à droite, ça c'est pas fait dans le domaine de la prothèse, mais entre un système et un autre, soit par Bluetooth, soit par n'importe quel système de communication propriétaire ou open source, et on peut envisager également d'avoir le décodeur du côté du smartphone et le transmetteur du côté des prothèses, ce qui économise de l'énergie finalement. Je vous montre ici une autre architecture de codec neuronal, alors qui là est très récente également, qui a été présentée par l'équipe de QTI, une équipe parisienne, il y a 2 mois, où c'est globalement, vous le voyez peut-être pas, mais c'est globalement la même architecture, et la différence, c'est qu'on vient distiller de l'information sémantique sur la première échelle. RVQ dont je vous ai parlé, et ça c'est intéressant parce que finalement on donne de l'information sémantique, notamment phonémique, sur l'encodage qui est réalisé. Nous, dans notre équipe, on s'est intéressé très récemment à ces approches-là et on a proposé des solutions qui me semblent pertinentes dans le domaine de l'audioprothèse, notamment l'exploitation justement de ces codecs neuronaux pour faire du débruitage. Alors, faire du débruitage, c'est utiliser un codec neuronal et puis le réentraîner pour entraîner l'encodeur à améliorer, à faire du rehaussement de parole. Je vous montre juste un petit exemple d'un signal de parole qui est très dégradé, qui a été enregistré sur la voix d'une de nos étudiantes. Si la régie, vous pouviez monter un tout petit peu le volume sonore, ça serait parfait. Vous avez compris? Non. On passe ce signal dans un codec neuronal entraîné à faire du rehaussement de parole. Et voilà. Il est géré par l'Université de Californie. C'est pas parfait, mais a priori, sauf habitude, moi j'ai entendu qu'il est géré par l'Université de Californie. Et on n'avait absolument pas ce signal initialement. Ce qui est reproché, et ce que j'ai entendu comme reproche également dans la présentation précédente, c'est la non-interprétabilité des systèmes de deep learning, et on s'est également intéressé à cette interprétabilité des codecs neuronaux. Justement, en analysant finalement les objets, les tokens dont je vous ai parlé, en faisant de la visualisation. On s'est concentré sur plusieurs choses et moi je vais vous présenter ce qui est le plus pertinent pour vous, notamment les entités phonémiques. Et on s'est rendu compte que sur la première échelle sémantique, si on entraîne le codec neuronal en distillant de l'information sémantique, on retrouve des clusters qui correspondent exactement aux entités phonémiques d'intérêt. Pour du rehaussement de la parole ou de l'amélioration ou du traitement différencié d'entités phonémiques pour un malentendant, ça me paraît vraiment une piste excessivement intéressante. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure d'une approche qui est le traitement différencié de la voix du porteur de prothèse. Eh bien, sur la 4e échelle RVQ de ce même codec neuronal que je ne citerai pas puisque l'objectif n'est pas de mettre en avant telle ou telle grande société, on se rend compte que finalement, on peut très bien clusteriser aussi l'identité des locuteurs, c'est-à-dire mettre de côté l'identité du porteur de prothèse pour ne pas amplifier ou ne plus amplifier quand c'est lui qui est en train de parler, et ça en temps réel. Au quotidien, dans votre pratique quotidienne de l'audiométrie, il y a également quelque chose qui peut vous concerner dès aujourd'hui, parce que là, je vous ai projeté un petit peu dans le futur. Revenons à aujourd'hui. L'audiométrie vocale, c'est votre quotidien. Et au quotidien, il y a des solutions existantes, notamment celle qui est proposée par iAudiogram. Au-delà de ces solutions existantes, je pense que dès aujourd'hui, n'importe qui est capable d'utiliser de la reconnaissance vocale par deep learning pour aider à pousser plus loin l'analyse des audiométries vocales ou aller plus vite dans des tâches qui peuvent être chronophages et se concentrer sur l'essentiel, le réglage et l'évaluation de l'efficacité prothétique. Pour ça, on peut envisager très facilement, et on le fait régulièrement avec nos étudiants, d'évaluer l'auto d'erreur de manière automatisée et robuste au bruit indépendamment des listes. On peut segmenter automatiquement à l'échelle phonémique également pour évaluer les taux de confusion phonétique, chose qui est très long à faire quand on le fait à la main. Et on peut également mesurer de manière automatisée le temps de réaction et l'effort d'écoute pendant l'audiométrie vocale, ce qui a été l'objet de 3 mémoires de fin d'études à Paris, notamment un qui est présenté à la session postérieure
poster si vous avez envie d'aller le voir. Et en tout dernier, on peut également tenter de comprendre et de mieux comprendre les indices vocaux en analysant la voix du malentendant. Et ça, c'est un travail très récent également en collaboration avec l'Institut de l'audition et une étudiante en 3e année au CNAM Paris. Je vous remercie de m'avoir laissé un tout petit peu plus de temps que le temps prévu. Je vous laisse uniquement je vous laisse ce transparent quelques secondes en disant que tous les outils dont je vous ai parlé sur le dernier transparent sont disponibles en open source. Il vous suffit de les télécharger, de les flasher. Il n'y a rien de sorcier, c'est pas de la magie et on peut utiliser tout ça de manière simple dès aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci infiniment, Éric, pour cette présentation du futur. Une petite question par curiosité. Quand tu parles de tout ce qui est codec neuronaux pour le rehaussement de la parole, oui. On pourrait envisager ça à quelle échéance? Alors, les codecs neuronaux aussi aujourd'hui sont déjà utilisés, notamment dans des agents conversationnels en streaming sur le net et on peut également les utiliser depuis un smartphone. Aujourd'hui, la limite que je vois finalement, c'est la limite de l'implémentation de ces codecs neuronaux par les industriels. Alors ça peut être soit les industriels de ce qu'on a tous dans notre poche si on souhaite déporter une partie des calculs sur notre smartphone, puisque souvent c'est des codecs propriétaires. Vous connaissez peut-être le codec aptX qui a la latence la plus faible et qui permet peut-être d'obtenir des choses. Sachant que c'est à peu près les mêmes industriels qui proposent ces codecs neuronaux, je ne doute pas que à l'échelle de 1 an ou 2 ans, ça soit accessible pour des applications non audio-prothétiques. Après, moi, l'objectif d'en parler aujourd'hui ici, c'est de sensibiliser au fait que, pour moi, le lien est évident et que ça représente quelque chose qui peut avoir un intérêt dans le domaine de l'audioprothèse. Et je pense que l'échelle sera un peu plus tardive, mais à l'échelle de 4-5 ans, si un industriel s'en empare. Donc futur proche, voire très proche, en fait. Oui, non, c'est pas de la science-fiction, puisque, ce que je vous ai montré, c'est des choses qu'on fait dès aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup.